Dans la fréquentation des mosquées et le sujet de la chronique quotidienne du Ramadan. Dans la rubrique métier, nous nous intéressons ce soir à la dernière composante des arts scéniques, la musique. À l'école des arts, on enseigne aux élèves à jouer de façon professionnelle, mais les moyens font souvent défaut. Nous démarrons ce journal avec ce communiqué du gouvernement. Il est rappelé aux enseignants dûment réquisitionnés qui ont soit refusé de recevoir notification de leur réquisition, soit refusé d'y déférer qu'en sus des sanctions pénales prévues aux articles 7 du statut général des fonctionnaires et L279M du Code du travail. Le refus de déférer à un ordre de réquisition expose le contrevenant à diverses sanctions disciplinaires applicables sans la procédure du Conseil de discipline, allant jusqu'à la révocation avec suspension du droit à pension pour le fonctionnaire, au licenciement sans préavis ni indemnité autre que le cas échéant, l'indemnité compensatrice de congé pour l'agent non fonctionnaire. Pour compter du lundi 13 juin 2016 à 8 heures, les concernés disposent d'un délai de 24 heures pour se conformer à l'ordre de réquisition signé le ministre porte-parole du gouvernement. Le premier vendredi du mois de Ramadan, le président Macky Sall a effectué la prière à la mosquée omarienne, de grands moments de piété suivis d'une série de condoléances que le chef de l'État a effectuées tour à tour au domicile du ministre délégué Moustapha Diop, de l'honorable député Yatta Sow, vice-présidente à l'Assemblée nationale, et du médiateur de la République, maître Alioune Badara Cissé, synthèse Pape Birame Bigué. C'est le premier vendredi du mois béni du Ramadan. La mosquée omarienne reçoit le président de la République, Macky Sall. C'est une démarche de foi, des instants de piété, une prière sacrée remplie de bienfaits. Deux rakats d'une prière du vendredi empreinte de moments de ferveur religieuse. Et au bout, l'imam Seydou Nouroutal de prier pour un Sénégal de paix, un Sénégal prospère, tout en saluant l'appel du président Macky Sall à toutes les forces vives de la nation à travers le dialogue national. Après la mosquée omarienne, le chef de l'État s'est rendu au domicile du ministre délégué en charge de la microfinance et de l'économie solidaire. Les condoléances du président Macky Sall à Moustapha Diop suite au rappel à Dieu de sa mère, Adja Dior Diop. Entre témoignages et marques d'estime, le chef de l'État a salué l'engagement de Moustapha Diop au sein du gouvernement et le travail abattu pour soulager les femmes à travers un mécanisme de financement optimal mis en exécution par le ministre délégué. La famille s'est dite honorée par ce geste du président Macky Sall. Des mots de gratitude et de remerciement. Après cette étape, c'est l'honorable député Yatta Sow qui a reçu la visite du président Macky Sall, qui est venu présenter ses condoléances à la famille suite au décès de leur mère. Yatta Sow, vice-présidente à l'Assemblée nationale, fait partie des premières militantes de l'Alliance pour la République. Le président Macky Sall a salué son engagement basé sur la fidélité. Il a témoigné toute sa compassion à la famille éplorée qui s'est dite profondément touchée par le déplacement du chef de l'État. Dernière étape, le domicile du médiateur de la République. Maître Alioune Badara Cissé a récemment perdu son jeune frère. Une perte pour la famille et en ces douloureuses circonstances, le président Macky Sall est venu partager ces moments avec la famille. Entre lui et Maître Alioune Badara Cissé, c'est l'histoire d'une longue amitié doublée d'un compagnonnage basé sur la loyauté. À la fin de cette cérémonie, des prières ont été dites pour le repos éternel de l'âme du défunt, mais aussi pour un Sénégal de paix uni, dont la prospérité.
Plusieurs jeunes leaders sénégalais vont passer 1 mois et demi dans de prestigieuses universités américaines. C'est pour renforcer leurs compétences en leadership, civisme et connaissances en entrepreneuriat et en gestion publique. C'est dans le cadre du programme Mandela Washington Fellowship initié par le président Barack Obama. À la veille de leur départ, ces jeunes ont été reçus par le président Macky Sall. Synthèse de Pape Biram Biguendiaye. Ils sont 30 jeunes Sénégalais, des leaders devenus ambassadeurs du Sénégal au pays de l'oncle Sam. Ils vont passer 6 semaines aux États-Unis dans des universités de prestige pour à la fois porter l'image du Sénégal et enrichir leurs compétences et connaissances dans plusieurs domaines. Le programme Young African Leaders Initiative, devenu Mandela Washington Fellowship, est une trouvaille du président Barack Obama. Le programme d'échange Mandela Washington Fellowship est le programme phare du président Obama en faveur des jeunes leaders africains et c'était créé en 2010. Son objectif est de faire connaître l'Amérique et les Américains à des jeunes leaders du continent tout en renforçant leur capacité de leadership et leur connaissance dans les domaines de l'entrepreneuriat, la gestion publique et le leadership civique. Le profil de ces jeunes leaders est séduisant et trouve son ancrage dans le vécu quotidien des populations. Parmi eux, des spécialistes en production et commercialisation agricole, en mécanisme de financement de la femme rurale, en technologie start-up africaine, marché émergent et en leadership civique, entre autres. Tous veulent servir leur pays, le Sénégal, avec l'acquisition de nouvelles stratégies de développement. Ce programme est un rendez-vous du donner et du recevoir. Porteur de nos expériences respectives et tenant en haute estime les valeurs du leadership sénégalais, reconnu par tous, notamment en termes de démocratie et de bonne gouvernance, nous allons au contact des autres délégations africaines, renforcer nos aptitudes respectives et comptons revenir mieux outillés pour contribuer efficacement au développement de notre pays, tel que décliné dans votre important plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall salue l'engagement de ces jeunes leaders sénégalais qui s'inspirent du self-made man, la base du rêve américain, qui aujourd'hui a permis aux grandes nations du monde de se développer. L'école doit aider à formater les consciences et à donner les outils à la jeunesse de pouvoir s'épanouir et de pouvoir donc mener sa vie et la réussir. Et le leadership qui est enseigné et qui est en tout cas développé grâce à ces programmes a ceci d'important qu'il vous sort de la tête l'idée de tout attendre d'un État, que tout doit être fait par l'État, alors que ce sont les talents qui doivent créer la richesse. Quand vous voyez la richesse actuelle du monde, elle est créée par des start-up. Le cas de Google est là, mais Facebook, tout ça, c'est des jeunes qui ont, par leur talent, imaginé des choses qui gouvernent le monde aujourd'hui. Twitter et tout ce qui va venir après, qui n'est pas encore là, mais qui dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, va marquer les bourses, que ce soit à Wall Street ou au FTSE ou ailleurs. C'est donc l'esprit qui crée la richesse. C'est parce que le président Macky Sall mise sur la jeunesse de son pays qu'il encourage ses jeunes leaders à persévérer dans la voie de l'excellence. Des jeunes leaders conscients aujourd'hui des efforts du chef de l'État en faveur de l'éducation. Nous saluons votre engagement auprès de la jeunesse sénégalaise et à travers les politiques novatrices dans le domaine de l'éducation, de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat. L'éducation et la formation, le socle de l'émergence d'un pays. Le Sénégal a besoin de jeunes cadres bien formés et ce programme du président Barack Obama entre en droite ligne de la vision du président Macky Sall. Construire les jeunes de demain, les cadres de demain, c'est construire l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Or, si nous avons des Africains bien formés, qui traitent d'égal à égal et qui ont fait les pays les plus développés, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, ailleurs, l'Asie, etc., demain, je pense, ces Sénégalais pourront parfaitement tenir leur pays. S'ils ont des ressources naturelles, ils pourront assurer la bonne gestion de ces ressources. Au moment où nous avons des découvertes en gaz et en pétrole, nous avons besoin aussi de former
des cadres dans tout l'écosystème pétrolier. Ce sont les jeunes qui gouvernent le monde et c'est l'esprit qui crée la richesse. Ces mots du président Macky Sall sonnent comme une invite à vaincre les peurs et à bâtir des convergences à travers l'enracinement dans nos valeurs et l'ouverture au monde pour le rayonnement du Sénégal et l'accomplissement d'un leadership mondial. Le chef de l'État qui recevait des jeunes Sénégalais qui doivent se rendre dans des universités américaines pour une immersion d'1 mois et demi. Le fonds fiduciaire de l'Union européenne injecte plus de 13 milliards de francs CFA dans les fermes Natangué. C'est à travers l'Agence espagnole de coopération internationale au développement et à l'Agence italienne de coopération au développement. C'est dans le cadre du projet d'appui à la réduction de la migration. La signature de la convention de partenariat a eu lieu ce matin. C'était au ministère de l'Agriculture. Ibrahim Mbou. Créer des emplois dans les zones rurales et s'attaquer aux causes profondes de la migration. Un double objectif du Fonds fiduciaire de l'Union européenne qui a déjà identifié ses cibles. Ce sont des agriculteurs, des personnes qui travaillent la terre, des gens qui n'ont pas de terre et qui n'ont pas les moyens économiques et les moyens techniques pour développer toutes les capacités agricoles que le Sénégal a. Le chèque de l'UE s'élève à plus de 13 milliards de francs CFA. Un appui financier conséquent apprécié à sa juste valeur par le ministère de l'Agriculture. Il compte jouer sa partition dans la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes, surtout en campagne. Pour ce faire, les fermes Natangué constituent un moyen efficace. Nous sommes convaincus qu'avec ces fermes, les jeunes ruraux vont rester en milieu rural et très certainement des jeunes urbains vont quitter les villes pour aller travailler en milieu rural. Et c'est cela la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La première phase d'exécution des fermes Natangué va s'étaler sur 3 ans. Le projet sera exécuté par l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Les régions de Kolda, Sédhiou et Kédougou seront concernées. Mais il y a eu déjà des expériences enrichissantes dans certaines localités du pays. Dans ces fermes Natangué, un petit exploitant travaillant sur 0,3 hectares peut avoir des revenus allant jusqu'à plus d'1 million de francs CFA. Nous pensons qu'un tel jeune n'a aucun intérêt à quitter son terroir pour venir en ville. À terme, les fermes Natangué devraient générer au moins 30 000 emplois d'ici à 2017, selon le ministre de l'Agriculture. Et en marge de cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture s'est prononcé sur la distribution des semences qui se déroule normalement sur l'ensemble du territoire national. Les paysans sont en train de recevoir de l'arachide et du riz ou encore des engrais. Voici le docteur Pape Abdoulaye Seck au micro de Ibrahim Mbou. Disons qu'au dernier pointage qu'on a eu à faire, le taux de mise en place des semences d'arachide se situe autour de 60%. Pour le riz, autour de 39%. En ce qui concerne les engrais, les mises en place sont en cours. Et aujourd'hui même, on nous a signalé que dans des localités telles que Kolda, on est autour de 80% de mise en place des semences. Donc nous avons pris, suite au conseil interministériel présidé par M. le Premier ministre, toutes les dispositions en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs. Là où nous sommes, c'est plutôt prier pour qu'il y ait une bonne pluviométrie, bien répartie dans le temps et dans l'espace, pour que nous puissions encore, cette année, avoir des productions records dans le sens de la construction d'une agriculture sénégalaise forte. Le dividende démographique est un levier pour la croissance socio-économique. Le Sénégal vient de boucler l'étude sur son document de référence. Avant sa validation, le rapport a été partagé ce vendredi avec toutes les parties prenantes. Fatou Sakho. Changer la structure par âge de la population pour atteindre la croissance, un passage obligé pour profiter du dividende démographique. Avec une population à 76% jeune et dépendante, le Sénégal se doit d'agir sur cette couche afin de réaliser ses objectifs à l'horizon 2035. À ce jour,
le Sénégal présente des conditions satisfaisantes pour la capture du dividende démographique. En effet, il se situe dans la troisième phase de sa transition démographique, caractérisée par une baisse de la fécondité et une poursuite de la baisse de la mortalité, entraînant d'une part un processus de ralentissement de la croissance démographique et d'autre part une augmentation plus rapide de la population en âge de travailler par rapport à la population à charge. Dans ce processus de capture du dividende démographique, la santé de la reproduction, l'éducation, l'emploi et la gouvernance doivent être les axes prioritaires des politiques. Les principaux résultats de l'étude et les politiques qu'il faudrait mettre en œuvre montrent que le Sénégal a toutes les potentialités pour capturer un dividende démographique. Mais un dividende n'est pas automatique. Le Sénégal ne pourra s'engager sur la voie de l'émergence que lorsque les jeunes seront en bonne santé, instruits, bien formés et équipés pour saisir les opportunités de développement. Des décideurs pour qui le capital humain constitue le socle de toute politique de développement. Ce document stratégique vient renforcer les dispositions antérieures. Ce dit document qui s'adosse aux axes prioritaires du plan Sénégal émergent aura l'avantage de mieux mettre en exergue les synergies d'action des différents secteurs dans l'optique d'une meilleure intégration du dividende démographique dans les projets et programmes sectoriels de développement. Cet atelier de restitution permettra la validation du document de référence qui est l'aboutissement d'une année d'études. En pionnier dans les réformes socio-économiques, le Sénégal le présentera au prochain sommet de l'Union africaine en 2017 qui a pour thème « Capture du dividende démographique ». Le programme national de développement local poursuit son appui aux collectivités locales à travers son projet Piste communautaire. Les collectivités locales de Kéréwan, Samé, Kanté, Peul, Boussambalo dans le département de Sédhiou voient leur rêve devenir réalité. Au total, le secrétaire exécutif et son équipe ont parcouru et mis en service 139 km de pistes rurales achevées qui ont permis de désenclaver 257 villages, d'améliorer la mobilité de 95 000 habitants. Hamid Diop. Nous sommes à Kéréwan. Une piste rurale se prolonge jusqu'à Samé-Kanta dans la région de Sédhiou. L'action du PPC et PNDL est vécue comme un conte de fées tellement la situation était épouvantable. Boubacar Diaw, un des membres du comité de gestion et d'entretien de la piste, valide son bien fondé. Nous sommes très satisfaits. La route est très bonne. Il n'y a pas d'inconvénient. En tout cas, moi, je ne vois pas d'inconvénient. La route est très bien. Et par ma voix, tous les Fouladou, tous les villages de Boussimbala et tous les villages environs remercient les autorités qui ont réalisé cette route-là. Des enjeux stratégiques sont notés dans cette contrée du Sédhiou, ce qui positionne un développement économique local dans les 44 villages polarisés par cette piste. Au terme de cette mission, Mamadou Diaw, le secrétaire exécutif du PNDL, n'a pas manqué de tirer quelques enseignements. Nous avons parcouru les 21 km et nous avons retenu que les travaux sont d'une haute qualité, avec un respect des normes. Et ça, c'est important à souligner. Nous avons constaté aussi que ce tronçon polarise beaucoup de villages, 30 villages. Bref, c'est un ouf de soulagement pour ces populations. Donc on peut dire que le rêve de ces populations qui utilisent ce tronçon d'un montant de 596 millions, aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. La synergie des interventions aux côtés de l'État au profit des collectivités locales, telle que recommandée par l'acte 3 de la décentralisation. Voilà une réponse appropriée apportée par le PNDL à travers le projet Piste communautaire. Le gouvernement a compris et à juste titre que la meilleure voie pour lutter contre la pauvreté, c'est le désenclavement. Donc on ne peut que se féliciter de ce qui a été fait ici à Samé-Kanta en espérant qu'il y aura d'autres opportunités pour d'autres localités. La région de Sédhiou a réussi dans l'exécution de son programme prioritaire d'investissement long de 51 km d'un montant d'1,4 milliard de francs CFA, une démarche participative et inclusive hautement saluée par toutes les parties prenantes. 1 milliard, c'est le montant de la convention entre ANPEJ et la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Ce financement a pour objectif d'accompagner les jeunes porteurs de projets. Hamid Diop.
C'est dans les locaux flambant neufs de la BICIC et en présence de leurs collaborateurs que les directeurs généraux de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ et de la Banque saharo-saharienne pour l'investissement et le commerce BICIC ont procédé à la signature de la convention de partenariat dans le cadre du Fonds de financement de l'entrepreneuriat jeune pour un montant de 2 milliards. Un partenariat ANPEJ-BICIC pour donner une nouvelle impulsion au FEJ avec comme principal objectif la diligence dans les procédures de mise à disposition des financements accordés aux jeunes porteurs de projets. Je voudrais me féliciter de cette cérémonie de signature de cette convention de partenariat avec la BICIC qui vient encore une fois de plus de prouver son engagement aux côtés des autorités sénégalaises pour accompagner le développement économique et social de la nation. Ils ont ouvert un guichet spécial emploi des jeunes pour financer les projets qui seront très instruits par l'ANPEJ. Ils ont mis en place un nouveau produit, Tawfer ANPEJ, pour davantage attirer les jeunes à se faire financer à travers ces mécanismes. Le Fonds de financement de l'entrepreneuriat jeune est un dispositif mis en place par l'ANPEJ pour améliorer l'accès au financement des jeunes porteurs de projets qui constituent un obstacle majeur à l'entrepreneuriat des jeunes. Le taux d'intérêt est de 7% annuel et les contraintes liées à la garantie et l'apport personnel sont levées. La BICIC s'engage ainsi à accompagner les efforts de l'État du Sénégal en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Je dois dire que nous nous félicitons de cette opportunité qui nous est offerte pour accompagner un projet aussi important. Important à plus d'un titre. Important parce qu'en considération de la population qui est visée, il s'agit de la jeunesse. Important parce que ça représente un enjeu national. Et la BICIC est fière d'apporter sa contribution à la solution d'un problème aussi important. Sont éligibles les projets de jeunes et groupements de jeunes sénégalais sélectionnés par l'ANPEJ pour financement et qui portent sur les activités légalement reconnues au Sénégal et pouvant générer des revenus. Dans nos sujets sur le Ramadan, cette nette affluence notée dans les mosquées en ce premier vendredi du mois de Ramadan, moment de grâce et de recueillement, ce mois béni est l'occasion pour les fidèles musulmans de raffermir leur foi. Suivant ce reportage signé Fatimata Banelba. À l'appel du muezzin, c'est au pas de charge que les fidèles se dirigent vers la mosquée. En ce premier vendredi du mois de Ramadan, tous les lieux de culte sont pleins. À la grande mosquée de Dakar comme à la mosquée Saraxolé, même constat. La prière est une obligation pour tout musulman. Dès que le fidèle entend, il doit se rendre à la mosquée, la plus proche, pour le faire. Il y en a plein tous les jours, parce que je vois que tous les jours c'est pareil, parce que aujourd'hui je vois qu'il n'y a pas du monde, parce qu'ici ils n'ont pas barré, donc, mais quand même il y a du monde comme d'habitude. Je n'ai jamais raté la prière du vendredi. Je quitte loin pour venir prier à la grande mosquée. Sur des nattes, des cartons ou à même le sol, l'important pour le fidèle c'est d'accomplir son devoir. Je demande à mes frères et sœurs musulmans de suivre les recommandations divines. Il faut les respecter durant toute l'année. Un bon musulman doit toujours prier, c'est une obligation. Il ne faut pas attendre le mois de Ramadan pour le faire. Mois de prière et de recueillement, le Ramadan est l'occasion de prêcher la bonne parole. Et il devrait en être ainsi tous les jours. Le sermon que l'imam donne, il parle en soninké, mais aussi il parle en wolof de manière consommable. Aujourd'hui, il a parlé du mois de Ramadan, les personnes qui doivent jeûner et les personnes qui ne doivent pas jeûner. Quand une femme accouche un bébé, donc son bébé a besoin du lait. Dieu lui a dit de ne pas jeûner. Quand quelqu'un est malade, donc il ne doit pas jeûner. Il doit vraiment se soigner d'abord, après il jeûne. Le premier vendredi du mois béni, beaucoup de fidèles musulmans se rendent à la mosquée. L'idéal serait de respecter tout le temps les recommandations divines. Fatimata Banelba, nous sommes dans les 10 premiers jours du mois de Ramadan, la première décade des 3 que compte ce mois béni. Ces 10 jours correspondent à une période de miséricorde divine. Les fidèles sont ainsi appelés à en tenir compte dans leurs prières. Le Ramadan, c'est 3 parties et les recommandations qui vont avec, c'est le sujet du reportage du jour signé Aramdao. On pourrait les appeler cerises sur le gâteau du jeûneur. Miséricorde, pardon, immunité contre l'enfer, 3 choses que peuvent conférer le jeûne. Le prophète nous a dit que le Ramadan est divisé en 3 parties. La première partie, c'est les premiers jours, les 10 premiers jours, où Dieu, subhanahu wa ta'ala,
accorde une miséricorde pour les jeûneurs. La deuxième partie, c'est Maghfira. Maghfira, il pardonne tous les péchés commis par les jeûneurs. La troisième partie est la plus importante, Maghfira Atq min an-nar, c'est-à-dire tu es épargné du châtiment de l'enfer. 3 parties, 3 quêtes, somme toutes très liées. La première des 4, nous y sommes déjà. Implorer miséricorde, mais aussi l'accorder. Je crois qu'il faudra déjà éprouver cette miséricorde à l'endroit de ceux qui sont au-dessus de votre chevet. C'est-à-dire un hadith al-Qudsi qui dit Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Soyez clément envers ceux qui sont au-dessous, et celui qui est au-dessus sera à son tour clément envers vous. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète de l'islam d'indiquer aux fidèles musulmans de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, quels que soient les excès commis. Les fidèles sont appelés à redoubler d'efforts dans tous les sens, lutter contre le mal, se bonifier dans le respect des préceptes. Donc, se défaire de toute mauvaise action. Être un musulman exemplaire sous toutes ses formes, être un musulman qui représente la communauté musulmane à travers ses actes et ses faits. Réciter le Coran, donner le monde, aider son prochain, partager ses biens avec l'autre. Passé les 2 premières des 4, le jeûneur a également tendance à s'essouffler. La dernière partie est pourtant l'une des plus importantes. Le jeûneur ne doit pas sentir qu'il est affaibli par le jeûne. Ne doit pas aussi jeûner malgré lui. C'est un marathon. Tout le monde commence sur le même départ, mais pour l'arrivée, c'est l'arrivée qui compte. Que tout un chacun veille alors à ce que son arrivée soit des plus glorieuses. Le ramadan se vit avec un regain de fréquentation des mosquées, une meilleure considération de la prière. Il y a les toujours respectueux des actes rituels qui sont assidus et ceux qui ne le sont que durant ce mois béni. Seydina Lunjiwa se met à équidistance des deux dans sa chronique du jour titrée intitulée donc Musulmans ou musulmans du ramadan. La première prière du vendredi de ce mois béni renseigne sur l'affluence des mosquées pendant le ramadan. Elle se vérifie en tout temps durant ces 29 ou 30 jours sacrés. Lieu de culte bondé, 5 prières quotidiennes respectées, sans oublier celles surérogatoires. Le chapelet d'actes de dévotion ne peut être égrené ici tant il aligne de nombreuses perles et rituels. La piété accentuée chez les uns, conjoncturelle pour ne pas dire ramadanesque chez les autres, on se gardera de juger, est l'expression d'une volonté de se rapprocher du plus haut qui, selon les textes, accélère le mouvement vers lui en cette période. Tout bienfait est ainsi multiplié par au moins 10. Mais attention, par réduction simpliste. L'envie ne manque pas chez les sérères qui se verraient bien appliquer la logique en ne jeûnant que 3 jours. Revenons à notre sujet pour dire que la prière, qu'elle soit accomplie dans une mosquée ou chez soi, est un acte personnel de foi. C'est le deuxième pilier de l'islam avec 5 rendez-vous quotidiens auxquels il faut répondre obligatoirement présents dans la religion musulmane. Le respect ne doit donc pas être passager. Tout de même, celui qui ne va à la mosquée que pendant le ramadan, qui ne prie que durant ce mois béni, est bien meilleur que celui qui ne le fait jamais. Enfin, théologiquement. La suite des réflexions de Djigo sur le ramadan, c'est dans nos prochaines éditions. Le Sénégal vient d'organiser un cours sous-régional francophone sur quelques maladies infectieuses. Au programme de cette 3e session, paludisme, tuberculose, sida, Ebola, mais aussi Zika. Cette formation réservée à des médecins déjà diplômés au nombre de 30 contribue au renouvellement des connaissances nécessaires à l'action thérapeutique. Les participants sont venus du Burkina, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et bien sûr de chez nous, Oumar Diaw. Ce 3e cours francophone de renforcement de capacités dans la prévention, le diagnostic et le traitement concerne 3 maladies. Et si ça n'était que ce trio? Le palu, la tuberculose, le VIH-Sida, et on y a ajouté la maladie à virus Ebola. Et pour cette 3e session, on a également décidé d'adjoindre la maladie à virus Zika, pour des raisons, si vous voulez, d'actualité. Palu, sida et tuberculose sont encore là, et voilà que des maladies émergentes risquent de compromettre l'émergence du continent. Les médecins qui viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Bénin et du Mali
Ce qu'on cherche à faire, c'est de développer le leadership de ces médecins pour pouvoir prendre en charge, soit en santé publique, soit dans les structures hospitalières, le ministère, les programmes nationaux, qu'ils puissent donc avoir le leadership pour prendre en charge ces affections. Un leadership fondé avant tout sur des connaissances mises à jour, c'est ce qu'attendent les participants. Cette formation est la bienvenue. J'ai été saisi par mon chef de service de ce que je devais participer à ce renforcement de capacités concernant des maladies actuelles dans d'autres milieux. De nombreuses maladies infectieuses pèsent encore trop lourdement sur l'Afrique. Dans un contexte d'apparition de ces nouvelles pathologies, la remise à niveau des personnels cadres des systèmes de santé est essentielle et participe de la prévention. La rubrique métier évoque ce soir la dernière composante des arts scéniques. Il s'agit de la musique. Cette discipline est enseignée à l'École nationale des arts. Cet art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille est aujourd'hui pratiqué par des personnes non formées. Mais au-delà de la formation, les professionnels manquent d'instruments pour évoluer. C'est pourquoi ils demandent une politique culturelle forte pour aider les musiciens. Luis Bilza. Ce que fut là, Jéhovah pardonna et nous envoya Abraham. Quelques notes de musique combinées au son, la création est tout simplement agréable à l'oreille, mais pour y parvenir, faudrait-il passer par un apprentissage? Déjà, je crois qu'il faut l'amour, déjà. Il y a certains qui sont nés avec, d'autres, comme moi, ont eu la possibilité d'aller au Conservatoire des Arts où nous sommes aujourd'hui, pour apprendre les rudiments de l'instrument afin de devenir musicien. Et la musique existe dans toutes les sociétés humaines depuis la préhistoire, mais d'où vient le mot musique? La musique, sa définition étymologique, c'est l'art des muses. Et les muses, c'était les 9 filles de Mnemosyne et de Zeus. Mnemosyne ou mémoire, leur mère, et Zeus, leur père. Et toutes les 8 sœurs se sont regroupées autour de Euterpe, pour dire à Euterpe, maintenant, quand tu chantes et que tu joues, on peut raconter des histoires, on peut danser, on peut faire du théâtre, on peut faire de la poésie. Euterpe, tu seras notre marraine. C'est pour cela que l'art de Euterpe est devenu l'art de toutes les muses. C'est de là que vient le mot musique. D'autres définitions nous enseignent que la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Cette définition de Jean-Jacques Rousseau a été complétée à l'École nationale des arts. Ici à l'École nationale des arts, où on dit que la musique c'est l'art de combiner les sons dans des conditions agréables à l'oreille et intéressantes pour l'esprit. Parce que la musique a pour objet et effet de charmer l'oreille, d'intéresser l'esprit, d'émouvoir le cœur et parfois même d'exalter notre âme. Donc là, on a 4 objets et on a 4 effets, alors que Rousseau n'avait défini qu'un objet et un effet. Alors que la musique, c'est pas seulement l'oreille, il y a l'esprit, il y a le cœur et il y a l'âme qui touchent les musiques religieuses. Pour atteindre ce résultat, des cours d'intonation, de piano et de lecture sont dispensés au sein du département des arts scéniques. L'intonation est un module qui fait partie de la formation ici à l'École nationale des arts, donc qui consiste à chanter les notes. Voilà, donc c'est un cours qui travaille en même temps l'oreille mais aussi la voix et qui permet à l'élève d'avoir quand même certaines aptitudes donc, dans le domaine de la hauteur des notes mais aussi du chant. On forme aussi les professionnels qui veulent venir apprendre, ou bien les jeunes qui sont des élèves ailleurs et qui veulent être des musiciens. Donc à partir de 17h, c'est ce qu'on appelle les cours du soir. Et cette année, nous avons lancé aussi l'enseignement à la carte. Qu'est-ce que cela veut dire l'enseignement à la carte? Un musicien, un chanteur qui a des problèmes de voix, il vient à l'école, il dit j'ai des problèmes de voix, réglez-moi ce problème. On ne travaille que sur ça. Un autre soliste peut venir me voir pour dire que j'ai des problèmes, je fais du solo pour tel groupe mais je ne comprends pas ce que je fais. Donc on ne règle que le problème de solo. C'est ce qu'on appelle l'enseignement à la carte. Et nous appelons tous les musiciens qui ont aussi ces problèmes de s'approcher du conservatoire. Nous avons des solutions à vos problèmes. Depuis la création de l'École nationale des arts en 1995, sous une nouvelle version, 4 écoles ont été fusionnées. Il s'agit
Établissements relevant dans le domaine de la formation aux métiers culturels, notamment l'École normale supérieure de l'éducation artistique, l'École nationale des beaux-arts et l'Institut de coupe de couture et mode. Depuis lors, l'école est devenue un passage obligé de nombreux musiciens. Omar Penn qui avait le fils de Omar Penn, il y a Cheikh Lo, il y a les fils de Ouza Sow qui ont passé là. Il y a même 3 de ces filles qui ont passé dans cette école. Il y en a Ouza Diallo. Concernant les enseignements de la discipline musique, le support pédagogique a été changé pour permettre aux élèves d'apprendre vite. Parce que les élèves ont dépassé le système. Aujourd'hui, dans les pays développés, les supports pédagogiques sont l'image et le son. On ne peut pas s'en passer. En exemple, un enfant à la maison peut te chanter un morceau qui fait 2 pages. Donne à cet enfant une leçon de 2 lignes, il aura du mal. Toutefois, les difficultés subsistent. Les moyens ne suivent pas. Un instrumentiste a tout d'abord besoin d'un bon instrument, d'être formé. Et puis, il faut aussi une politique culturelle très forte. Il faut aussi que les gens se forment. Il faut préparer les jeunes. Le Sénégal a des problèmes pour vendre sa musique à l'extérieur. Parce que on se canalise simplement sur un rythme. On se canalise sur un style qu'on ne peut pas vendre depuis 40 ans. On ne peut pas vendre ce rythme, on ne peut pas vendre ce style. Depuis 40 ans, on bute. Et on le fait pour nous, on le fait pour le Sénégal, mais on ne peut pas le vendre à l'extérieur. Alors qu'on a une diversité culturelle, on a une richesse rythmique et musicale qu'il faut exploiter. Néanmoins, une lueur d'espoir apparaît du côté des autorités. Heureusement, on a été écoutés, on a été entendus, et maintenant il y a le projet de l'École nationale des arts qui aura lieu à Diamniadio. Le président de la République en parlait. Et nous, on est sûrs et certains que les travaux vont débuter en janvier 2017 et vont se terminer en 2019. Donc, et toutes nos revendications, tous nos problèmes sont tenus en compte dans ce projet d'établissement. La relève se prépare, du talent il y en a, la nouvelle génération plus ambitieuse veut chambouler l'arène musicale avec plus d'ouverture sur l'international. Voilà la rubrique métier qui nous parlait ce soir de la musique, l'un des arts scéniques. On parle toujours musique, mais cette fois-ci en littérature avec Omar Penn, un destin en musique, le titre de la biographie autorisée des professeurs de philosophie à l'UCAD, des professeurs de philosophie à l'UCAD de Babacar Mbaye Diop qui revient dans cet ouvrage sur le destin hors du commun d'un des ténors de la musique sénégalaise qui avait pourtant un autre plan de carrière avant de devenir chanteur à succès. Omindour a pris part à la cérémonie de présentation du livre. À la lecture du livre Omar Penn, un destin en musique, on devine aisément sous la plume du professeur d'université le fond invétéré du leader du Super Diamono. Car entre Babacar Mbaye Diop et ce groupe mythique, il y a une histoire d'amour de plus d'un quart de siècle. Le premier concert de musique auquel j'ai assisté pour la première fois quand j'étais jeune, c'était Omar Penn, en 89 à Kaolack. Et depuis lors, je suis tombé amoureux de ce groupe-là. Qui lit le livre verra que c'est quelqu'un qui aime Omar Penn qui parle. C'est à la fois un travail de recherche, mais aussi mais en même temps, c'est aussi le fan qui parle. Ce livre retrace la vie et surtout la carrière phénoménale d'Omar Penn, à laquelle rien ne le prédestinait pourtant. La vie d'Omar Penn aujourd'hui ne peut pas être dissociée de la musique. C'est pour ça que je l'ai intitulé donc un destin en musique. Je crois que son destin est lié à la musique. Vous savez, Omar Penn, tout jeune, aimait donc le football. Il rêvait de devenir un grand footballeur. Mais après 40 ans de présence sur la scène musicale sénégalaise, Omar Penn ne regrette rien. Aujourd'hui, il est convaincu d'avoir choisi la bonne voie. Carrière de footballeur, c'est juste une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, on parle de 40 ans. Si j'étais footballeur, j'aurais pris ma retraite depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai pris goût à cela. Et encore une fois, peut-être que après je me suis rendu compte que tiens, voilà, j'ai bien fait. En 223 pages, Babacar Mbaye Diop nous montre que cette longue carrière n'a toutefois pas été un fleuve tranquille. Le livre est ponctué de témoignages d'amis, de proches, et il ne fait pas l'impasse sur la supposée rivalité entre Omar Penn et Youssou N'Dour ou sur les crises du Super Diamono. Omar Penn, d'habitude très discret, a accepté de se livrer totalement à l'auteur. C'est pour expliquer encore une fois aux jeunes qu'il ne faut jamais démissionner. Encore une fois, il faut toujours y croire et éventuellement essayer d'être persévérant. On finira toujours par aboutir à quelque chose de concret.
Je trouve que la vie, c'est comme ça, c'est un éternel défi et il faut croire en ses possibilités. La résilience, toujours se relever malgré les embûches et l'adversité, c'est un des grands enseignements du livre Omar Pène, un destin en musique, qui nous permet de comprendre la trajectoire de ce ténor de la musique sénégalaise, dont la voix berce les mélomanes depuis 4 décennies. Omar Pène, destin en musique, c'est le titre de la biographie autorisée du professeur de philosophie à l'UCAD, Babacar Mbaye Diop, un livre à avoir. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit en Israël, au Pérou et aux États-Unis, où les adieux ont été rendus au champion de boxe Mohamed Ali. C'est un round-up signé Philomène Constance Diagne. Aux États-Unis, la ville natale de Mohamed Ali a vécu au rythme des cérémonies et des prières. Près de 30 000 personnes y sont attendues au stade KFC Yum Center de Louisville, où se tiennent les obsèques pour un dernier adieu au champion du peuple, un pseudonyme qu'on lui a attribué. 35 000 tickets ont été distribués gratuitement pour permettre aux fans de Mohamed Ali d'assister à ses funérailles. De nombreuses personnalités comme l'ancien président Bill Clinton, les acteurs Billy Crystal et Will Smith y sont attendus. Au Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, vainqueur de la présidentielle, le candidat libéral remporte l'élection avec 41 000 voix de plus que sa rivale Keiko Fujimori, une différence de 0,24% minimale contestée par le camp des populistes de droite. La fille de l'ancien président Alberto Fujimori compte sur ses 0,2% de bulletins contestés pour se rattraper. Elle a fait recours aux commissions électorale pour examen. Israël boucle partiellement les territoires palestiniens jusqu'à dimanche soir pour raison l'attentat de Tel Aviv qui a fait 4 morts et les célébrations de la fête juive de Shavuot qui se tient cette fin de semaine. Conséquence, beaucoup de Palestiniens n'ont pas pu prier à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Avant de refermer cette édition, je vous relis ce communiqué du gouvernement il est rappelé aux enseignants dûment réquisitionnés qui ont soit refusé de recevoir notification de leur réquisition, soit refusé d'y déférer, qu'en sus des sanctions pénales prévues aux articles 7 du statut général des fonctionnaires et L279M du Code du travail. Le refus de déférer en ordre de réquisition expose le contrevenant à diverses sanctions disciplinaires applicables sous la procédure du Conseil de discipline allant jusqu'à la révocation avec suspension du droit à pension pour le fonctionnaire, au licenciement sans préavis ni indemnité autre que le cas échéant l'indemnité compensatrice de congé pour l'agent non fonctionnaire. Pour compter du lundi 13 juin 2016 à 8 heures, les concernés disposent d'un délai de 24 heures pour se conformer à l'ordre de réquisition, signé le ministre porte-parole du gouvernement. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS.